Quand j'étais en Israël, la première fois, dans les années 67-69, je me suis dit, il y a une vingtaine d'années, je me suis dit, c'est pas une société, il n'y a pas de dictature en Israël, mais il y a une dictature de la société. C'est-à-dire que ce sont les gens eux-mêmes qui font la police, en fait, et qui font qu'on ne peut pas dire certaines choses. Et 50 ans plus tard, quand je réfléchis sur notre époque, je dis, on est passé du stade où on ne doit plus dire les choses au stade où on ne peut plus les dire. C'est assez sournois comme processus. C'est-à-dire que on vous dirait non, non, c'est pas scientifique, voilà, donc on n'est plus dans le. On ne doit plus moralement dire telle chose, mais on ne peut plus les dire parce que ça ne tient pas debout. Ça ne résiste pas à l'expérience scientifique. On se sert de la science pour empêcher d'aborder certains sujets. Cette science, elle a bon dos parce qu'en fait, elle est encore. Il y a encore beaucoup de sujets qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne connaît pas. Dans le domaine des neurosciences, notamment, il y a beaucoup de choses à découvrir. Dans le domaine des rapports entre l'homme et le cosmos. Dans le domaine de la question des capacités des différents groupes, des différentes populations, des potentialités. Là aussi, on piétine, on stagne. Et donc, par conséquent, on nous impose, on nous oppose des histoires du genre oh non, non, ça ne se dit pas, c'est un problème qui a été résolu. Alors, dans le précédent, on disait on ne doit pas. Donc on ne doit pas, on pouvait dire bon, on ne doit pas, on va en discuter. Mais on ne peut pas en parler, il n'y a même pas à discuter. Ça ne tient pas debout, donc ça ne se discute pas. Donc c'est encore plus vicieux, quelque part. Bon, cette petite introduction, je dirais maintenant qu'une fois de plus, j'ai été harcelé, sinon violé entre guillemets, par deux femmes, sur le plan psychologique, je ne parle pas sur le plan physique, qui, je m'étais assis à côté d'elles, qui parlaient beaucoup trop fort, qui racontaient des trucs qui ne m'intéressaient pas du tout. Et je me suis dit que là, il y avait un problème, enfin, il y avait une des femmes qui parlait trop fort. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'elle parle aussi fort que ça? Voilà, c'est la question que je me pose. Pourquoi elle parle trop fort? Alors, est-ce qu'elle se fout du fait qu'on pourrait écouter ce qu'elle dit? Voilà la question que je me pose. Et si on réfléchit sur cette question-là, ça va assez loin. Parce que ça veut dire aussi qu'elle, par exemple, elle n'écoute pas ce qu'on dit. Elle n'écoute pas ce que les autres disent, et donc elle suppose que les autres n'écoutent pas ce qu'elle dit. Donc c'est une société où les gens ne s'écoutent pas. Intéressant comme point de vue, n'est-ce pas, quelque part. Personne n'écoute personne. Donc on émet des trucs, on dit ce qu'on a à dire, on débite ce qu'on a à dire, et puis bon, ben voilà. Et les gens, finalement, ils aiment bien débiter des choses, et au fond, ce que les autres peuvent dire, ils s'en foutent. Voilà ce que je tire comme leçon de cela. On va psychanalyser cette démarche. Au fond, quand on interroge les gens, pourquoi vous parlez aussi fort? Pourquoi vous racontez des choses qui n'intéressent pas les gens autour de vous? Et vous les forcez à écouter ce que vous dites. Et qu'est-ce qu'elles répondent? Oh, ben ils n'ont qu'à pas écouter. D'ailleurs, les gens n'écoutent pas. Ils n'ont qu'à même pas écouter. Ils n'écoutent pas. Donc voilà, on en est là. Et donc, c'est toute une mentalité qu'il faut étudier à ce niveau-là. Ça vaut aussi pour les personnes qui parlent sur des téléphones portables, à des interlocuteurs qui sont absents. Même si maintenant, souvent, les gens ont pris l'habitude de mettre qu'on puisse entendre parler leur interlocuteur, ce qui n'arrange pas les choses, ce qui est encore une preuve d'un cyclisme supplémentaire. Au lieu qu'on écoutait que ce qu'elles disent, parce que c'est plus commode d'entendre aussi ce que l'autre dit. Parce que maintenant, il y a des boutons qui permettent d'écouter. Voilà, bon, ouais. Alors, donc ça m'amuse parce que il y a quelques années, je ne sais pas, il y a une quinzaine d'années, quand on faisait la promotion des portables, il y avait
une firme euh, qui avait créé une situation assez amusante. Enfin, ça paraissait amusant comme ça. Il y avait un grand espace et tout le monde parlait sur son téléphone. Et c'était une espèce de. C'était complètement cacophonique, chaotique, et ça donnait une sorte de préfiguration de ce que notre société est devenue. Donc finalement, euh, il y a une hyper émission. Je dis des choses que je sais, que je raconte. Hier, j'étais à un concert. Avant le concert, il y a une brave dame d'un certain âge qui a débité toutes sortes d'informations qui lui passaient par la tête comme ça, et tatati, et tatata, et tatati, et tatata, et il a fait ceci, il a fait cela, etc. Et ça n'en finissait pas. Et il y a quelque chose de mécanique dans ce genre de comportement qui est assez stupéfiant. Alors ce qui est intéressant, c'est que les transports en commun, c'est un lieu où on peut observer les comportements des femmes. Les téléphones portables, ça permet aussi d'observer un certain nombre de choses. Donc finalement, on est dans une période où on observe plus facilement les comportements féminins qu'avant. Parce qu'avant, c'était plus pudique. Et donc finalement, les femmes montrent leur vrai visage. Bon, parce qu'il peut y avoir un masque derrière. Et alors, ce qui est intéressant, et je terminerai là-dessus, il faut distinguer ce qu'on dit et ce qu'on fait. Parce que ce que les gens disent, à un moment donné, X, Y, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est d'étudier le comportement de la personne sur une certaine période, pas pendant une minute. Voir comment elle se comporte sur une journée, sur une semaine. Combien de fois elle va répéter la même chose. Et si les femmes, au fond, comme j'ai dit dans une dernière émission, je crois, aiment se retrouver entre elles, c'est parce qu'elles partagent les mêmes valeurs, le même mode de fonctionnement. Et elles savent pertinemment que ce mode de fonctionnement n'est pas celui des hommes. Elles le savent. Elles ne le diront pas comme cela, mais elles le savent. Donc finalement, on est dans une période d'hypocrisie extraordinaire, où les gens savent très bien ce qu'il en est, mais ils le nient. Mais en même temps, c'est comme si quelqu'un disait, oui, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de vol, etc. Et on le voyait se cadenasser le soir avec toutes les précautions possibles. Bon, ben c'est un peu ça. Les gens disent une chose, et dans leur comportement, on voit bien qu'il y a autre chose, complètement opposé. Donc on est dans une sorte de psychologie du déni qui est intéressante parce qu'elle nous renvoie aux séries policières. Dans les séries policières, à une époque, en quelques semaines, quelques mois, j'en ai suivi pas mal, quelques années, et c'était toujours le même scénario. La personne qui avait commis tel et tel crime niait. Et il fallait que le policier lui apporte la preuve qu'elle ne pouvait plus nier. Mais on nie d'abord. Donc le jeu consiste à dire, euh, d'abord, à brouiller les pistes en disant non, non, c'est pas vrai, c'est faux, etc. Et puis, quand on est obligé de reconnaître les faits, on dit bah oui, j'ai dit ça parce que je sais pas quoi, bon, je voulais pas, j'avais peur, etc. Bon. Donc finalement, c'est toujours une deuxième degré. Bon, cela dit, dans le domaine qui nous intéresse, dans le cadre des comportements des féminins, parce que pour moi les femmes, c'est une catégorie très particulière, qui dépend d'ailleurs, oui, qui a une autre logique, qui a d'autres modes de fonctionnement, qui a d'autres modes cosmiques, si on peut dire, même peut-être d'autres religions, qui sait, qui est sous-jacente, qui n'est pas la religion officielle, mais il y a une autre religion derrière. Bon. Eh bien, pour l'instant, on fait semblant, c'est la langue de bois. Et alors, pour terminer sur une anecdote, hier j'étais à un concert, et alors, à un moment donné, à la fin du concert, il y avait un pot, et alors il y avait une dame qui a commencé à dire, oui, vous savez, les femmes, elles font de belles choses en peinture, parce que ça avait dérivé sur la peinture.
Alors elle me parle de Marine Laurencin, je lui dis, ah oui, Marine Laurencin, c'est une des rares femmes dont on connaît le nom pour depuis 200 ans. Une femme peintre que à peu près tout le monde peut citer. Elle me dit, ah oui, mais vous savez, il y a beaucoup d'autres femmes. Je dis, ah oui, mais ben, apparemment, bon, ces femmes-là, bon. Et alors elle me traite de macho. Alors, moi je dis, qu'est-ce que c'est qu'un macho? Un macho, c'est ce qu'il dit ou c'est ce qu'il fait? Alors, on peut tenir des propos épistémologiques, philosophiques sur le fait que les femmes font ou ne font pas certaines choses. Bon, c'est pas une raison pour être qualifié de macho. Le macho, c'est quelqu'un qui a un comportement insupportable, pénible avec une femme dans sa relation personnelle. C'est pas un délit d'opinion, le machisme.